programmé par l'École d'architecture et de l'UR. Nous arrivons aujourd'hui à la 19e édition des conférences et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Myriam Soussan. Dommage, M. Moulin n'a pas pu venir, il a un empêchement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais essayer rapidement de vous présenter. Donc, vous travaillez ensemble avec M. Moulin et tous les deux, c'est des architectes connus par des architectures exceptionnelles et par leur réflexion approfondie et entamée sur la question de durabilité. Ils sont tous les deux diplômés de l'École spéciale d'architecture de Paris. Après l'obtention de leur diplôme et une expérience à Lisbonne et à Paris, fortement attirés par l'architecture en terre, ils décident de s'installer au Maroc fin des années 1999. Voilà. Après quelques années passées au sein de plusieurs agences d'architecture à Rabat en tant que chef de projet, ils se mettent à leur compte et répondent à une série de concours. Leur travail est principalement orienté vers une architecture à la recherche de l'autonomie. Justement, c'est pour cela qu'on vous a invités pour nous éclairer sur cette question-là, sur la question de l'autonomie dans la construction et la question du durabilité. Donc, au nom de l'école, merci et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je remercie l'école d'architecture de nous avoir invités. Donc, je m'excuse pour Laurent qui ne peut pas être présent ce soir. Il aurait bien aimé. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu notre travail. Je vous montrerai quelques projets qu'on a réalisés ou des projets de recherche, de concours qui montrent un peu notre démarche. Donc, alors pourquoi l'autonomie? Pourquoi cette recherche vers l'autonomie? Quand on se rend compte aujourd'hui comment on détruit la terre, donc les constructions qui n'en finissent plus, l'architecture d'aujourd'hui est devenue consumérisme. En fait, l'architecte est devenu un prescripteur. On vous propose des produits tout faits et on fait avec, on assemble. Il n'y a plus cette recherche de l'habitat pour l'homme, pour l'humain, qu'est-ce qui est bien, quel espace est bien adapté pour l'homme. Aujourd'hui, on travaille plus les façades. Voilà, donc tout ça, c'est des matériaux, c'est de l'énergie dépensée. Donc, il faut revenir à un cycle court, en fait, qui correspond au cycle de la Terre. Donc, on s'est intéressé un peu à tout ça. Et ce schéma démontre un peu le fonctionnement de la Terre, donc les flux, la végétation, comment tout ça fonctionne. Donc comment s'inspirer de tout ça pour créer une architecture adaptée à l'homme. Donc, après, tous ces problèmes, donc le dérèglement climatique, les destructions des forêts, les perturbations massives de tous les écosystèmes, les océans qui se transforment en décharges, 6e extinction des espèces en cours. Tout ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Donc par rapport à ça, il faut réagir. On est dans une économie linéaire, complètement énergivore. Et donc, nous, on a décidé de passer à une civilisation plus douce, basée sur une économie circulaire et calée sur les cycles courts de la nature. Donc ça, c'est un peu comment on est arrivé à ce travail. Donc l'autonomie, c'est ne dépendre de personne, pouvoir assumer un habitat qui fournit son électricité, son eau, qui gère ses déchets. Donc en gros, c'est les trois thèmes qu'on aborde systématiquement dans tous nos projets. Alors ça, c'est en plus de travailler sur ces principes d'autonomie énergétique. On a essayé de développer une architecture aussi modulable, non figée. Là, pareil, il y a un retour à l'occupant. C'est l'occupant qui fait son architecture. Donc tout ça, ça va être après démontré, je vous explique en gros, parce que ça englobe beaucoup de choses, mais après, ce sera démontré dans chaque projet. Donc, comment est-ce qu'à partir d'un élément qui a plusieurs fonctions et qui est associé à un autre élément qui lui-même a d'autres fonctions, et ben on arrive à
une associativité et une convertibilité des espaces infinie. Donc là, vous voyez, par exemple, si on prend A, un élément A qui est une chaise, selon sa position, il devient une table. Puis si on l'ouvre, un coffre, et ainsi de suite. On associe un élément B qui lui-même à différentes fonctions, et là on se retrouve aussi avec plusieurs configurations. Et ça, c'est adapté aussi à l'architecture. Donc ça peut être adapté à une pièce qui, à un moment donné, est une cuisine, puis elle disparaît, elle devient un salon, donc de la même façon. Alors ça, c'est une maison en cours. En fait, on est en phase permis de construire. Donc c'est un client qui voulait une maison complètement autonome, donc c'est au sud de Casablanca. À terme, en fait, il a un grand terrain de 4 hectares et il aimerait accueillir la première communauté résidentielle autonome au Maroc. Donc une vingtaine de villas complètement autonomes, avec des espaces communs, un potager, on peut imaginer une garderie aussi qui sera pour les enfants des habitants, une bibliothèque commune, même des chambres d'amis d'appoint, parce que finalement dans les appartements, les maisons, on pense toujours à une chambre d'amis, puis en fait la chambre d'amis elle sert pas souvent. Donc à un moment donné on a des amis, ben, on a une espèce de pavillon voilà, qui sert à tous les habitants. Donc pareil, cette maison est semi-enterrée, avec des murs de pisé d'Angleterre. Et façade sud, en fait, c'est une verrière complètement vitrée, ce qui fait office de serre bioclimatique et qui chauffe la maison donc durant l'hiver. Sinon, il y a une cheminée d'appoint. Mais le fait d'être enterré, le pisé, plus la verrière, on n'a pas besoin de chauffage autre. Au niveau organisation, tout est modulable, donc on le voit sur les plans là, qui présentent plusieurs configurations. Donc les meubles bougent, ils peuvent être dans le salon, ils peuvent sortir sur la terrasse. La terrasse, en fait, la maison se ferme complètement par des grands volets. Et quand ils sont ouverts, ces volets en fait agrandissent la surface de la terrasse. Et ceux du haut font office de brise soleil. Donc là aussi, on est dans plusieurs fonctionnalités d'un objet. En même temps volet, en même temps terrasse. Donc bien sûr, elle est complètement autonome, donc il y a une citerne qui récupère les eaux de pluie, donc les panneaux photovoltaïques, le chauffe-eau thermique, et la phytoépuration pour le traitement des eaux. Donc je vais passer assez rapidement en fait, sur les projets, mais après on pourra y revenir avec des questions précises, on reviendra sur chaque projet. Donc ça, c'est un musée de l'écologie, donc c'est une commande privée d'une association qui aimerait en fait construire plusieurs musées, sur plusieurs plages du Maroc, et qui sensibiliserait la population donc, par rapport aux problèmes écologiques. Donc en même temps, ce bâtiment est autonome, mais il montre son autonomie. C'est-à-dire que tous les systèmes vont être montrés et feront partie intégrante en fait, de l'exposition. Parce qu'il y aura plusieurs expositions donc, autour des thèmes de l'environnement. Et en même temps, donc, on a donc le fonctionnement par exemple des WC, ce sont des toilettes sèches. La cuisine aura ses fours solaires qui seront visibles, donc le public verra tout ça. On aura le traitement des eaux apparents, le potager donc, intégré au patio. Donc ça, c'est concernant les principes de l'autonomie. Au niveau de l'inertie thermique, donc là on a travaillé en fait c'est des caissons de verre remplis du sable qui se trouve sur place. Et le tout avec une structure bois, plancher bois, parce qu'il fallait penser à un projet démontable
comme c'est sur la plage, on n'a pas vraiment d'autorisation de construire, donc il fallait un projet qui puisse être démonté rapidement. Donc on a eu cette idée de remplir, donc le verre en fait on remplit du sable qu'il y a sur place, et du coup au niveau aussi ville, c'est-à-dire que le bâtiment prendra la couleur du sable qui se trouve là où il se trouve. Donc il y a un côté un peu qui fait penser donc au pisé. Donc voilà, c'est des caissons de verre, donc si on démonte, on récupère le verre et on récupère le bois, donc c'est le plancher classique. Voilà. Sur le toit, c'est une bâche plastique qui récupère les eaux de pluie. Et la seule chose qui resterait, ce serait une citerne en terre. Alors ça, M1, c'est un module autonome, malheureusement qui n'est pas fini. Donc ça, c'était pour démontrer à quel point on peut réduire les espaces. Et en fait, les espaces changent selon l'utilisateur. Donc à un moment donné, on a envie de prendre... donc là, c'est 10 mètres carrés qui deviennent en fait 25 mètres carrés, selon comment on déploie les objets. Donc à un moment donné, on peut prendre un bain, donc toute la pièce, les 10 mètres carrés, sont consacrés à la salle de bain. On reçoit des amis, hop, on ouvre une pièce et ça agrandit l'espace. Donc le tout intégrant tous les mêmes systèmes autonomes dont on a parlé auparavant. Donc Felplage, le petit hôtel autonome où nous vivons en ce moment. Donc là, en fait, c'est une construction existante. En fait, c'était une maison Belgique, classique, tout blanc, et qu'on a percé, creusé, voilà, complètement transformé. Mais donc là, on voit dans la masse blanche fermée, c'est le cube existant. Et petit à petit, il se déploie dans tous les sens. Donc on a c'est comme un grand meuble à multiples tiroirs. Donc on a des volets épais qui s'ouvrent, un lit qui sort. C'est la boîte qu'on voit là-bas, c'est comme un bout de chambre qui sort. Donc là, l'hiver, en fait, on réduit la chambre pour garder la chaleur. Et l'été, quand on a chaud, on sort la pièce. Donc il y a un système de pont-levis pour rentrer. L'entrée principale, c'est un grand, donc on le voit, le pont-levis ouvert. Donc les toilettes sortent. Donc pareil, il y a de multiples configurations. C'est-à-dire que la façade est tout le temps changeante selon l'utilisateur. Même nous, des fois, on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ça, c'est grâce au système, donc j'ai parlé d'architecture système, donc élément A, élément B. Donc à un moment donné, il y a tellement de multiples associativités qu'on n'y pense même pas, et nous-mêmes on continue à découvrir des choses. Donc ça c'est... Donc voilà, c'est toujours l'hôtel mobilier. Donc on a un volet qui intègre des matelas. En même temps, donc ces matelas font office d'isolation. Et en même temps, on peut les enlever et l'été les mettre à l'extérieur. Donc on a les systèmes de contrepoids qui ouvrent les verrières. Des meubles qui peuvent être intérieurs-extérieurs qu'on fait coulisser. Donc pareil, selon la saison, l'hiver, donc on a tendance à être plutôt dedans. Et l'été, on les sort, on a des tables et des bancs qui coulissent sur l'extérieur. Là, ça c'est la maison. Donc là il y a un petit film, donc je vais vous montrer ce film. Donc ça c'est un riad que nous avons rénové donc, dans la médina de Rabat. Donc qui a été complètement, malheureusement qui n'est plus aujourd'hui, puisque les systèmes ont été démontés pour les installer dans le projet du Sud que vous avez vu avant, mais qui montre que l'autonomie peut être adaptée à n'importe quel habitat. Donc là, on a créé, en fait, il y a 2 patios donc, pour chauffer la maison. Donc il y a 2 patios, il y avait un patio existant et celui-là, c'est nous qui l'avons créé. Et on a 2 verrières amovibles en double vitrage
et qui font l'effet de serre pour la maison. Donc il faisait 20 degrés l'hiver. Sans chauffage à pain. Donc là, ça montre la mobilité. Donc la cuisine. Donc voilà, la cuisine apparaît en fait. Parce que on rentrait comme dans un salon. Et là, hop, on découvre l'évier. Donc la cuisine est sur roulette, donc là où on fait chauffer les plats, et on peut la déplacer comme on veut. De même, les plantes sont sur roulette. Donc pratiquement tous les objets sont sur roulette ou légers pour être transportables. Donc là, quand on parlait de multifonctionnalité, donc le banc qui fait en même temps office de garde-corps, de rangement, de desserte. Là, ça montre aussi. Donc en fait, c'est un sol mou. Donc on bouge les coussins, on soulève la table ou pas. Donc selon les besoins toujours de l'utilisateur. Voilà, on peut faire là, ce volume-là que vous voyez, en fait, c'est une baignoire qui flotte en fait au-dessus du patio. Donc là, on voit le grand patio avec son jardin et son traitement, donc le traitement des eaux, là en phytoépuration, donc les eaux grises. Donc là, il y a le puits et la citerne qui est existante, parce que toutes les maisons de la Médina avaient des citernes et des puits intégrés déjà. Les gens récupéraient les eaux de puits. Malheureusement, la plupart ont été comblées maintenant. Et nous, on a eu de la chance dans cette maison, c'était pas comblé, donc on a pu les réutiliser. Mais on ne pompait pas dans le puits. En fait, on se sert de l'eau de pluie dans la citerne pour ne pas prendre la nappe phréatique. Et au contraire, quand il y a des bords, quand il pleut beaucoup, on alimente la nappe phréatique. Donc là, on voit donc là, c'est plus des façades intérieures, puisqu'on est dans le concept d'un riad, en Médina. Donc c'est les façades intérieures qui bougent. Donc on voit la grande verrière qui se ferme. L'escalier là peut être, voilà, on le voit complètement relevé, donc ça libère l'espace. Donc après on va voir, donc ça c'est des fenêtres aussi qu'on a créées, donc c'est juste un double vitrage pris dans un cadre d'acier avec du caoutchouc. Et ça se ferme avec une pression, donc ça fait un peu penser au port de réfrigérateur. Donc c'est complètement plaqué et du coup c'est très hermétique. Contrairement souvent aux menuiseries, ici on a vu ce genre de l'air. Donc voilà, ça c'est une chambre aussi modulable, c'est un salon et quand on a besoin, hop, on réduit l'espace et ça fait chambre à l'air. Et voilà. Ça plaît toujours. Donc ça c'est la salle de bain aussi, complètement occultable ou pas. En fait elle est ouverte. En fait c'est comme un loft en triplex. Donc on ne ferme qu'avec les stores. Et là on est sous le soleil, donc on est sous la douche, le soleil chaud pour l'instant. Là on libère la baignoire. Tu avais dit que Laurent ne peut pas être avec nous, il est là? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça aussi c'est un dressing, en fait quand c'est ouvert, c'est des rangements de chaque côté, et quand on veut s'en débarrasser, on le plaque complètement. Donc pareil, toujours ces cloisons, portes amovibles. Donc ça c'était les panneaux solaires. C'est toute notre énergie, donc 5 panneaux solaires, pour vivre avec tout le confort qu'il faut. Et
donc sur la terrasse aussi, donc on avait un petit potager. Donc là on voit le chauffe-eau solaire. Et une autre chambre d'appoint. Avec aussi, donc comment aussi réduire les tuyauteries, les problèmes. Donc là, on a un robinet qui sert en même temps pour la douche. Et là, on sort le petit évier quand on en a besoin et on l'utilise comme robinet. Sinon, c'est le pommeau de douche. Donc là, on réduit tous les conduits. Donc là, on voit les deux verrières. Et là, c'était un gros panneau, donc déflecteur, ça c'était pour l'été, quand il faisait trop chaud, on le baissait, pour pas que le soleil tape directement. Et l'hiver, en fait, il y avait, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait comme du papier d'alu, en fait, qui réfléchissait le soleil pour faire rentrer dans la maison en hiver. Donc ça, c'est tout le système, ondulaire, batterie. Les toilettes sèches mécanisées. Donc qui fournissait un compost pour la terrasse. Donc en fait c'est un compost accéléré, donc on le vide une fois par mois. Donc là le traitement de toutes les eaux grises. En phytoépuration, et après une fois qu'elle est traitée, l'eau remonte avec une pompe et arrose en goutte à goutte la terrasse. Donc là on voit, c'est les photos de la maison, avec donc la coupe là, on voit bien les différents niveaux. Donc ça c'est un concours qu'on a gagné donc avec c'est le centre de documentation du lycée Descartes. Donc c'est l'agence enseignement français à l'étranger. Donc ils voulaient un bâtiment bioclimatique à forte identité spatiale. Donc on a décidé de proposer un bâtiment semi-enterré, surtout que le terrain présentait en fait une pente naturelle importante et on ne voulait pas non plus enfermer la cour de récréation. En fait, il y a déjà pas mal de bâtiments construits. Si on montait, on cloisonnait complètement la cour. Donc, on a pensé à ce bâtiment semi-enterré et donc adossé tout autour des buttes plantées. Donc, ils font aussi qui aident à l'inertie thermique. Donc le bâtiment se déploie sur un seul niveau, donc il est de très faible hauteur puisque enterré. Et donc il est adossé à 2 buttes de terre. Donc il se lie en fait comme une plaque blanche qui flotte. Au départ on ne le voit pas, on voit que des pentes plantées et la toiture est aussi végétalisée. Donc tous les espaces s'organisent en anneaux concentriques autour d'un patio planté, qui peut être, on avait prévu des stores aussi pour l'été, pour faire de l'ombre. Donc on avait un système de mur-tronc, donc de verrières, tout au sud toute une verrière pour chauffer le bâtiment, et de grands volets amovibles, isolés. Donc l'hiver, pareil, on protège les verrières. Et au niveau, donc évidemment double vitrage, partout, isolation, les buttes, et il fait apparemment l'hiver c'est plein, tous les élèves vont au CDI se réchauffer. Ça, c'était une petite maison qu'on a fait il y a déjà un moment, donc déjà on commençait un peu cette simplicité, très peu de matériaux. Donc là, il y a trois matériaux, c'est tadelac, bois et verre. Il y a une petite verrière, en effet, qui chauffe, qui fait serre bioclimatique aussi,
Donc il chauffe, c'est une petite maison, hein, elle fait 90 mètres carrés. Donc il chauffe l'espace salon. Et on avait travaillé avec une isolation aussi en liège. Donc bon, ça peut très vite fait, je vais passer ça, c'est des concours, qui commencent à être datés un peu. Donc ça, on avait eu le prix de l'innovation pour la maison de demain. En fait, c'était un concours organisé par Between, à Vivre, écologique à Vivre, des magasins français. Donc maison Between. Donc là, on avait travaillé sur 2 habitats. Donc une maison avec que les 2 familles puissent habiter, donc complètement aussi autonome. Donc là, on a travaillé le mur trombe d'une autre façon. En fait, là, c'était des galets de céramique remplis d'eau. Donc, chauffer aussi la maison. Et il y avait aussi le concept d'une pièce commune où les 2 familles, selon qui reçoivent des gens ou pas, ont cette pièce en plus. Ça, c'était aussi un habitat toujours sur les mêmes principes, autonome. Alors là, c'était plutôt des boîtes qu'on rajoutait aussi selon l'agrandissement de la famille ou le départ de certains. Ça, c'était un projet qu'on avait présenté pour le prix OLCIM pour la construction durable, peut-être déjà dès 2005. Donc on avait eu le prix de la reconnaissance. Donc c'est une unité d'habitation en zone semi-désertique. Donc on était parti sur le principe d'un mélange de Xar et de Haïma. Donc en fait les gens sont nomades là-bas, donc on était parti sur une base en pisé. Mais quand les gens déménagent, le pisé reste. Et ils déménagent en fait, là, il y avait des planchers en bois que tu démontes. Et tu pars avec les grands panneaux en feutre aussi, c'est comme la Haïma, la tente, on démonte tout ça et on va s'installer, tu vois, en reconstruisant la partie terre. Tous les principes de circulation d'air, tous les principes d'autonomie, donc la citerne, pour avant les panneaux en feutre du sol. Alors là, ça c'était un projet de recherche, donc ça n'est pas faisable aujourd'hui. Alors je pense qu'il faudrait un peu d'argent là par contre pour ça. Alors tous les autres projets sont vraiment des projets qui coûtent vraiment pas cher. Là c'est des matériaux, en fait c'est un film cholestérique, un liquide cholestérique qui enveloppe qui recouvre le plastique de la maison. En fait, la maison, c'est une bulle en plastique où circule de l'eau. En fait, c'est ça le matériau. Donc l'eau circule et chauffe. Et par-dessus, il y a ce film cholestérique. C'est un film qui a la particularité d'être transparent sous tension électrique et de bloquer tous les rayons énergétiques hors tension. Donc, ils sont actuellement en train de faire des recherches au CNRS. Donc en fait, on peut imaginer, c'est la paroi qui change, qui devient transparente ou complètement opaque selon l'éclairage, donc selon la lumière extérieure. Et à l'intérieur, on a une modularité complètement ouverte. Et ça, donc pour finir, alors ça c'est un principe de voiture en fait qui serait intégré à la maison. Parce que finalement, donc si l'habitat représente 45% de la consommation énergétique mondiale, les transports arrivent juste derrière, avec un peu plus de 30%. Et donc en fait, ici, ce serait de créer une synergie énergétique entre les 2 postes, habitat et mobilité. Donc on se servirait des panneaux, c'est les mêmes panneaux qui sont sur la voiture et dans la maison. Puisque, en fait, pour les petites distances, on imagine que les gens auraient des vélos électriques ou des petits véhicules légers. Donc, on a besoin d'un véhicule plus grand, c'est pour aller plus loin. Donc, du coup, on est moins à la maison ou on n'est pas là. Donc, on prend un des panneaux qui sert à l'alimentation de la maison et il est transportable et il donne l'énergie à la voiture.
Et de même, si on va chez des amis, ces panneaux peuvent servir à alimenter le circuit d'énergie qu'on va donner si on va chez des amis. On va engendrer. Donc voilà, ça c'est la petite. Donc voilà, je fais une présentation en gros. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Madame Soussan pour cet exposé très pertinent où on découvre ensemble des projets visant intelligents. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la réponse, mis à part les réponses par rapport à l'état vierge, la réponse aussi d'exemples de rénovation et sur les tissus patrimoniaux, on retrouve ces touches de contemporanéité tout en réfléchissant. C'est toujours par rapport à des archétypes marocains, on s'est toujours inspiré, voilà, c'est toujours la maison à patio qui revient, le côté compact. Oui, c'est clair qu'on a toujours été inspiré par ça. On a dit on ne va pas faire la même chose. Donc j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez tout compris, tout est clair. C'est un peu difficile, ça englobe tellement de choses en fait que bon, c'est vrai que chaque... il y a beaucoup de choses à dire. Oui, en même temps. Par rapport à la futurisation des maisons comme à la Médina de Rabat, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de dimension par rapport au mètre carré qu'il faut pour assainir combien de litres d'eau? Alors là, les chiffres, ça c'est pour ça, c'est dommage que Laurent soit pas là, parce qu'il obtient bien tous les chiffres. Mais au niveau du dimensionnement, on les voit, les bacs, c'était en gros, on avait 8 mètres carrés de traitement divisé en plusieurs bacs. Donc on avait un premier bac qui retenait les graisses, un petit bac qui retenait les graisses. Ensuite, ça a passé dans un deuxième bac avec les plantes. Et troisième bac, c'était propre, c'était gris, mais je veux dire, pour arroser, sans problème. Il n'y avait pas d'odeur. Madame, ces bacs, ils faisaient combien de profondeur? Alors, profondeur, on va dire 1m20. 1m20. Oui, Leïla. Par rapport à la verrière amovible et l'élément qu'on faisait monter ou descendre pour que... le panneau blanc qui se baisse. Mais est-ce que ça se fait manuellement ou bien c'est mécanique? Non, là c'était manuel. Là c'était manuel, on le baissait avec Madame, vous avez fait comment pour traiter le changement d'air dans le riad quand la verrière elle est fermée? Parce qu'on a vu que la verrière elle est fermée, il n'y avait pas d'espace où l'air est passé. Quand c'est complètement fermé. Ouais. En fait, on a des fenêtres aussi. Il y a les fenêtres, là, comme on a vu avec le double vitrage. Il y a des fenêtres qui donnent sur rue, donc à un moment donné, tu aères, même l'hiver, tu aères un peu. Quand il pleut, c'est ferme tout. Mais ça n'empêche pas de pouvoir ouvrir une fenêtre, même quand il faut vraiment que ce soit la tempête. Donc au niveau circulation d'air, et puis c'est des grandes hauteurs sous plafond, tout est ouvert, c'est comme un triplex, donc franchement, l'air circulé. C'est rare qu'on reste tout le temps fermé. Par contre, on aura une contrainte au niveau du chauffage. Comment ça, le chauffage? Parce qu'on a un grande patio hauteur. qui est très... Alors justement, en fait, c'est le côté patio qui va sur toute hauteur. Là, il n'y a pas de pièces à vivre. Nous, les pièces à vivre, quand il y a un triplex, justement, les chambres sont une très faible hauteur sous plafond. Donc, en fait, on a divisé les grandes hauteurs de la Médina, qui sont souvent de 4,50 m. On a créé 2 niveaux dans un. Il y a tout un niveau en bois, en plancher bois, qui correspond en fait de chambres. Et du coup, elles sont plus cosy, il y a moins d'hauteur sous plafond, donc c'est meilleur dans les chambres. Oui, une autre question?
Il y a peut-être une question qui se pose par rapport à l'intégration à l'environnement. Est-ce que par rapport c'est une forme qu'on retrouve dans plusieurs projets, on trouve pratiquement la même forme. C'est vrai, le dernier projet... Oui, c'est d'être le plus discret possible. Que on dirait qu'on travaille. Ouais, en fait, on a beaucoup été aussi inspiré par le land art et l'Arte Povera, tout ça. Et c'est vrai que finalement, de plus en plus, c'est une architecture qui disparaît. Je pense qu'il faut se faire plus discret parce qu'on voit beaucoup de choses. Moi, le Maroc, là, je bouge beaucoup au Maroc et ça construit partout, mais c'est pas toujours très beau, quoi. Donc ça, franchement, ça fait peur. Moi, je me dis vraiment comment le Maroc évolue. Je parle pas des villes, des capitales, enfin des grandes villes où bon, il y a des efforts et tout, mais le Maroc, c'est pas que ça. Et ça construit c'est que des blocs de parpaing, à moitié peints, enfin, c'est bien pas beau. Ça et des routes. Donc il n'y a plus que ça. Donc c'est vrai que nous, revenir à la nature, s'intégrer, planter, s'enterrer, et en plus au Maroc, l'inertie thermique est hyper important. Souvent les bâtiments ne sont pas bien isolés. On a plus froid, on souffre plus du froid finalement que du chaud dans les habitats. Et ça, c'est vrai que d'être enterré, ça marche. Donc c'est plutôt le volume simple, fonctionnel, économe, et l'aspect architectural ou esthétique de la région. Oui, après, avant c'était ça, l'architecture s'inspirait du lieu où on était, elle était très discrète, on la voyait, on construisait, là où il y a des pierres, on construisait en terre, donc ça c'est pas, là c'est, on disait, c'est la couleur de la terre, c'était plutôt petit, ou alors c'était les casbahs, mais là c'est des immeubles, c'est un peu Comme la ressort et l'architecture se font avec la nature. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui. J'aimerais juste savoir comment vous avez fait le processus au fait de pompage de l'eau pour qu'il arrive jusqu'à la terrasse et pour le distribuer le système potable. Ah oui, c'est des pompes. Donc premièrement, on a la citerne. On est stocké, donc l'eau arrive de la terrasse, l'eau de pluie, elle remplit la citerne. Donc là, on a une pompe qui tire l'eau avec une première filtration, donc charbon, qui amène donc pour que l'eau devienne pas potable, mais pour l'eau domestique. Donc tout ça, c'est la pompe qui monte, ça dessert tous les points d'eau. On avait par contre une autre microfiltration pour l'eau potable, donc un robinet spécial. Et après, une fois que c'est traité par les eaux, la phytoépuration, là c'est une autre pompe qui remonte l'eau en terrasse pour le goutte à goutte, l'arrosage de goutte à goutte. Oui, et des pompes toutes simples, hein. C'est pas qu'on trouve partout. Oui, Oumani. J'ai une question à propos du pavillon demandé par l'association sur les plages. Oui. En fait, les murs en verre remplis de sable, ça ne crée pas un réchauffement plus que nécessaire, puisque les murs en verre retiennent la chaleur, en plus le sable. Oui, mais il y a le sable dedans. Même si Le sable. Non, parce que du sable sur la plage, c'est chaud. mais c'est pas chaud longtemps. Donc il a le temps, au moment où ça va chauffer, justement ça va servir au bâtiment, puis après ça se refroidit vite aussi le sable. On marche aussi sur le sable le soir, c'est froid. C'est des murs épais, donc il y a toute l'inertie C'est ça, le déphasage. Le temps que ça arrive, le déphasage. Oui. Par rapport aux murs en pisé que vous avez mis sur un projet, ils sont semi-enterrés. Oui. Donc il n'y a pas de problème avec l'eau, l'humidité de l'eau qui rentre dans la terre. Non, parce qu'en fait, il va être protégé, là, il va être isolé, drainé. Là, on n'est pas encore dans les détails techniques de ce projet, hein. On va poser le permis de construire, mais c'est des choses en effet qu'on doit régler. Mais non, en fait, il n'est pas de ce côté, c'est pas enterré, c'est adossé à une butte. C'est pas qu'on fait monter oui, c'est pas sûr. Je reviens un peu au patio. J'aimerais bien savoir comment vous êtes intégré avec les patios existants, parce que ça fait déjà sûrement il y a Pardon, j'ai pas entendu. La question du patio, oui.
à propos du patio en fait. La maison à patio, il existait déjà. Je voulais juste savoir comment vous êtes intégré et inspiré avec ce qui était existant. La maison à patio, attends, c'est de quel projet là? Dans la Médina. Donc, au niveau du patio, comment est-ce qu'on a créé le nouveau patio? Oui, comment vous êtes, est-ce que vous avez gardé la même structure ou vous avez fait... Ah oui, pareil, enfin, tous les murs de l'extérieur, en fait, on ne voit pas que de travaux, c'est exactement, tous les murs sont existants. En fait, on a créé, c'était une maison déjà un peu spéciale, qui n'avait pas de patio au rez-de-chaussée. C'est-à-dire, on rentrait, il y avait le couloir en chicane, et directement on montait, donc on arrivait à un patio qui était déjà à l'étage. Donc nous, en fait, on a cassé, c'est le grand patio qu'on a créé, en cassant le niveau supérieur. Et donc, et le bas, en fait, c'était un hammam, c'était, il y avait les puits donc, et la citerne. Donc on a cassé tout ça sur toute la hauteur. On a créé ce deuxième patio. Mais le premier matériaux de construction, c'était... Donc les murs sont existants, donc c'est un mélange de terre et de pierre. Tout est existant. Justement, pour le matériau de construction, est-ce que vous utilisez généralement le bois, peut-être Oui, voilà. le verre pour tous vos projets? Oui, bon, non, il y a du béton comme je mais en général, la terre, on n'a pas. C'est-à-dire, on a travaillé sur les projets existants qui étaient en terre et pierre, donc ça, c'était existant. Sinon, on a fait une maison, donc on ne l'a pas montré là, en briques de terre crue, en adobe, au sud de Casablanca. C'est une maison qui a été finie il y a 3 ans. On ne voit pas que ça en terre, c'est tout recouvert de terre. Oui. Madame, Oui, en fait. comment vous avez fait pour placer l'espace compostage sur la terrasse par rapport au vent dominant pour qu'il n'y ait pas des odeurs qui rentrent à l'intérieur? En fait, comme je disais, c'est comme c'est des toilettes sèches mécanisées. Donc c'est un pré-compost, il est déjà qu'on le vide, déjà il n'y a pas d'odeur, ça réduit les surfaces, donc c'est pour ça qu'en ville c'est très bien, on n'a pas besoin d'une grande surface pour laisser le compost. Donc on avait toujours le même tas, pas énorme, mais pas d'odeur. Et bien orienté, oui, au cas où, par exemple là dans le sud aussi on en a, on l'oriente toujours de façon à ce que le vent ne porte pas les odeurs vers la maison, mais à l'opposé. Et là-bas il n'y a pas de voisins, donc ça gêne personne. Oui. On voit que vous effectuez une architecture qui est très précautionneuse du climat, voire même que dans certaines situations, vous essayez de traduire le climat par des dispositifs architecturaux. Et ça, c'est très intéressant dans la démarche. Alors, une question un peu particulière, parce que tous nos étudiants, là, ils sont confrontés. Comment le problème des vents très humides et d'humidité, notamment dans la région de Rabat, crée une contrainte ou peut être un excellent prétexte pour avancer vers un dispositif architectural? Alors là, à Rabat, on n'a jamais... moi je trouve que le problème de vent, on ne l'a pas eu dans nos projets. À chaque fois qu'on a fait un projet, non, le vent n'a pas été un problème. L'humidité, oui, l'humidité, c'est sûr que... Quand même, moi je vois la maison de Rabat, il y avait quand même un petit peu d'humidité, mais quand même le fait que les murs... Le fait que les murs quand même soient bien isolants, de travailler avec du bois aussi, on a senti qu'il y avait quand même beaucoup moins d'humidité. Et maintenant, c'est souvent au niveau du sol, c'est pas isolé en fait. Et l'humidité remonte depuis le sol dans ces maisons. Par contre, dans le sud, on s'est rendu compte qu'il y avait du vent. Donc là, c'est pas du vent humide, mais beaucoup de vent. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur des choses mobiles qui, en fait, qui fonctionnent. Si on avait su qu'il y avait du vent, parce que par contre, il est difficile d'avoir les données ici pour savoir. On a demandé aux voisins. Personne ne savait trop nous dire, donc on a tenté. Et c'est vrai qu'il y a des choses, par contre, qu'on n'aurait pas fait de la même façon si on avait su qu'il y avait eu autant de vent. Il y a des choses qui sont logiques. Oui, Médine. Madame, vous avez dit comme quoi il n'y aura pas une contrainte par rapport au vent humide. Alors que dans votre projet, près de la plage, je ne sais pas exactement où, vous pensez qu'il n'y aura pas... C'est important. Près de la plage. Près de la plage. Ouais, la plage, il y a des vents. Oui, donc
comment ça, le rapport? Moi, pour l'humidité, il faut faire un bâtiment bien isolé, au niveau énergie thermique, bloquer tous les apports, tous les courants. Quand je parle aussi de fenêtres qui bloquent, qui viennent colmater pour éviter les apports d'air. C'est ça, tu veux que je tu veux les réponses pour demain. Oui, dernière question. Pas de question? Oui? Pour la citerne, est-ce qu'il y a un système qui nous permet, une fois la citerne est pleine, de ne pas déborder? Ouais, et justement il y a le puits à côté là, dans la maison, c'est-à-dire s'il y a un trop plein en fait qui va dans le puits. Donc si la citerne, s'il pleut beaucoup, si la citerne est pleine, elle déborde dans le puits et du coup on alimente en plus la nappe phréatique plutôt que de pomper dedans. Et sinon dans les citernes qu'on construit pour les maisons récentes, on prévoit toujours aussi un trop plein. Soit on creuse un trou qui doit aller une fois par an, si jamais c'est trop plein, ça te fait de l'eau en plus, et après tu t'en sers pour arroser. Voilà. Faut pas en effet, oui, faut prévoir en effet. Et pour les toilettes sèches, par rapport à l'hôtel, est-ce que ça sera possible? Parce qu'on n'a pas parlé. C'est les toilettes sèches qui fonctionnent. C'est le même qui a été celui qu'on voit dans la maison de Rabat, là, dans le Riad. C'est ce toilette qui a été déménagé là-bas. Et il y en a un autre avec toilette sèche plus classique avec le seau qu'on doit vider tous les jours. Mais ça fonctionne. Et ça fait un très bon compost. Et comme c'est important. De vider à chaque fois. Pardon? C'est pas désagréable de vider à chaque fois. De vider tous les jours. Alors il y a celui qui est mécanisé, c'est une fois par mois. Et là, ça sent pas. L'autre, ça dépend comment tu vois ça. Si tu te dis que c'est du compost, que c'est la vie, tout ça, c'est pas. Non, c'est ça. Ça dépend. Ça sert, après tu dis, tu vas faire ton potager, tu vas mettre le compost là, ça va donner des bons légumes. Ça va très pour le potager. Pardon? Des clients qui viennent et tout ça, ça reste de déranger. Pour l'instant, ça ne les a pas dérangés. En tout cas, ceux qui viennent, peut-être pas. À mon avis, ceux que ça dérange, ils le savent, ils ne viennent pas. Mais voilà, les autres. Et c'est une expérience. C'est une expérience. Et après, je pense que si tu as des enfants et qui grandissent dans ça, petits. Parce qu'en fait, faire partir ces excréments avec de l'eau, c'est ça qui est horrible en fait. Oui, on n'y pense pas, mais c'est ça qui est horrible. En plus de gaspiller de l'eau potable pour ça, alors que le compost, c'est un super produit quoi, pour nos légumes. Donc en fait, c'est une vision des choses. Et si un gamin né avec ça, il aura toujours connu des toilettes sèches à compost, et il verra ça comme d'une autre façon. Oui, oui ou non? Des faits de terre. Comment l'air chaud est distribué à l'étage. La question est en fait comment cet air chaud est distribué aussi aux étages d'en dessous de façon naturelle. Pour la maison de la Médina. Alors déjà, en dessous, il n'y a pas le rez-de-chaussée, il n'y a pas de pièce à vie, c'est un jardin. Donc personne, on ne vit pas en bas. On est toujours à l'étage, ce qui fait que ça suffit. Et vu que dans l'étage, on a coupé le volume en deux, comme je disais, donc du coup, l'air chaud, oui, il monte, mais de toute façon, on est en haut. Donc c'est là où il fait plus chaud. On n'a pas de pièce à vivre en bas. Bien, oui. Elle n'entend pas là. Eh bien, aujourd'hui, je dirais dans les 100 000 dirhams. Nous, ça, en gros, c'était... Mais en fait, c'est intégré au projet 100 000, puisque nous, en tout cas, nos projets ne coûtent pas plus cher que des projets classiques, puisqu'on réduit les matériaux. Souvent, on réduit les espaces aussi, en disant aux gens qu'ils n'ont pas besoin de tant de surface, et justement en proposant des espaces modulables. Donc, finalement,
nous, ça rentre, je pense que l'autonomie rentre dans les frais. Tu ne peux pas la compter en plus. Après, il faut savoir que si on arrive à ce prix-là et à 5 panneaux photovoltaïques, parce que tous les appareils ont une très faible consommation. C'est-à-dire on a un réfrigérateur qui consomme très peu, on a une machine à laver avec un apport d'eau chaude direct, donc la machine ne consomme pas d'énergie pour chauffer l'eau. Donc c'est que des appareils en fait qui consomment très peu et qui se trouvent maintenant partout, hein. C'est pas des trucs dans tous les magasins, enfin les gros magasins d'électroménager au Maroc, tu trouves ces appareils. Donc souvent les gens imaginent qu'il faut plein de si on veut le confort et tout, mais non, si tu prends des appareils qui consomment très peu, tu peux avoir tout le confort qu'il faut avec donc très peu de panneaux. Nous, notre prochain but, c'est d'arriver à 3 panneaux, dont un qui sert pour la voiture en plus. Bientôt l'architecture navale. Oui. Par rapport les panneaux photovoltaïques, les toilettes sèches, est-ce que c'est disponible? Alors, tout sauf les toilettes sèches. Les toilettes sèches, la mécanisée, on les a fait venir en effet de France. Mais bon, après, il y a d'autres techniques quoi, pour les toilettes. Donc après, vous pouvez traiter les toilettes en phytoépuration aussi. Ça marche pour la maison autonome, la première qu'on a présentée. Là, ce sera des toilettes... parce que justement, le client, toilette sèche quand même, il n'est pas convaincu. Donc ce sera traité en phytoépuration. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Ici, là-haut, là-haut. Si. Ah, oui. Je n'ai pas de micro. Je voudrais savoir si vous pouvez sortir un peu des techniques et savoir, en général, par rapport au maître d'ouvrage, s'il y a une demande croissante par rapport à ce type d'habitat. Et en particulier la demande privée. Nous, on ne connaît pas les commandes de l'État, donc nous, on ne fait que du privé. Hein. Nous, jamais on nous a appelés pour un projet de l'État. Donc, les privés, je ne dirais pas que c'est de plus en plus, mais nous, depuis, disons 2 ans, en tout cas, on nous contacte pour ça. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on est connu pour prendre que ce genre de projet aussi. Bon, après, il y a notre site, tout ça, donc... Mais ça je veux dire, c'est pas tous les mois, hein, les commandes. Hein, donc, non, c'est même très peu, je dirais. Très peu. Mais bon, c'est pas grave, il faut continuer, on fait nos recherches. Et au moins, là, le dernier client, c'est vraiment... il est vraiment motivé. Et lui, pour faire vraiment une communauté résidentielle complètement autonome, ça, c'est vraiment chouette. Voilà, on espère que ça se fera, parce qu'après, tout est lent. Madame, pourquoi d'après vous peu d'architectes osent faire du bioclimatique puisque c'est rentable? C'est rentable dans quel sens? Pourquoi les propriétaires? C'est viable quoi, enfin c'est... je sais pas, il faudrait leur demander. Il y a de tout, il y a les architectes qui font juste des projets, voilà, qui ne faut pas aller chercher plus loin. Après, qui utilisent des recettes. Après, je sais pas, c'est vrai qu'on nous a pas tellement, nous, notre génération, je sais pas maintenant, apparemment ça évolue au niveau des études, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a appris tout seul, quoi, qu'on s'est fait tout seul, en faisant de la recherche, on n'a pas eu des cours aussi par rapport à ça, donc peut-être notre génération, c'est... Et puis bon, ça c'est au Maroc, parce que quand même, ailleurs, il y a beaucoup de plus en plus de choses faites par des archives. Il y a des efforts de sensibilisation, oui, peut-être, dans ce sens à faire. Rita? Hein? Je pense qu'il y a plus de questions. C'est à Romaine. Comment s'il vous plaît on pourrait éviter l'éblouissement provenant du patio? Parce qu'à un certain moment... L'éblouissement? J'ai le patio. On est à l'étage, on regarde quand il y a la verrière, on regarde directement dans le ciel. Le soleil, quand il y a trop de soleil, bon, c'est à une heure précise que le soleil il peut... Et donc là, on avait le déflecteur justement qui se baisse. Et pour l'autre patio? L'autre patio, comme il donne sur un vide, on n'est jamais donne sur le jardin en bas. Donc il faut vraiment être à
dit au moment où... Donc c'était pas gênant. Et au pire, s'il y a des moments, tu peux imaginer pareil des systèmes de toile qui se tendent. Ça, c'est des choses qu'on a faites. Ouais. Bien. Je dis plus de questions, voilà. Il y aura une question. Oui, une question en rapport avec le choix de la couleur, le blanc de l'original. Oui. Il y a un mal pour entretenir la couleur blanche. C'est dur à entretenir la couleur blanche? Ouais, j'en trouve. Ah bon? Surtout au Maroc. Ah bon? Ah bon? C'est toi qui nettoies les murs? Non, non, non. On a des façades dans les villes. Des façades dans les villes. Elles sont tout le temps blanches, mais... Bah non, elles sont plutôt beige. Bah, ça s'entretient comme toutes les peintures. Hein. Je veux dire, là on voit maintenant il y a plein de façades qui sont genre en griffé ou beige et tout. C'est pas mieux, ça retient toute la poussière. Le blanc c'était la couleur des villes hein, ici. Donc nous on est resté tout simplement dans le blanc qui est neutre et qui permet justement d'oublier un peu l'archi et de permettre, parce que souvent après les gens ils viennent décorer, ils mettent leurs objets et tout. Donc si tu as déjà des murs de couleur plus, des objets de couleur plus, les gens qui se baladent avec leur tulle de couleur et tout, bah, tout ça je trouve que c'est trop. Donc au moins le blanc, les murs t'oublient et bah, tu as des pots. Il faut rajouter quand même que le blanc, c'est aussi pour réverbérer la lumière. Et donc, empêcher que ça chauffe. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que beaucoup de murs blancs aujourd'hui ont des problèmes? Parce qu'on utilise des peintures très souvent qui sont trop étanches et donc elles s'écaillent trop facilement. C'est ça le problème. Tant qu'on travaille plutôt à la chaux, en plus la chaux n'en coûte pas cher, chauler chaque année, ça a une double fonction. Ça a la fonction que ça redevient blanc, mais ça a aussi une fonction contre ces maladies antiseptiques aussi. Donc c'est quand même pas très compliqué et ça coûte pas cher en réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille avec des peintures qui coûtent cher, mais qui tiennent même pas. Parce qu'elles sont trop étanches par rapport au support. Le support, il est un peu humide, et donc il y a une pression de l'humidité vers la peinture, et donc la peinture s'écaille. Donc voilà le problème. Je pense, oui, je pense qu'il y a plus de questions, définitivement.